tous, merci d'assister à ce Fig Talk. On va effectivement parler d'une plateforme infra as code, comment concilier agilité et sécurité. Pour se présenter très rapidement, je suis Benjamin Yagoubian, je travaille pour le groupe Allemande depuis une dizaine d'années et je suis architecte dans les équipes cloud. Voilà, et moi c'est Baptiste Coudrelier, je suis également architecte cloud et ça fait 9 ans que je suis chez Allemande. Un petit préambule, donc Allemande, on est une société qui fait du conseil, de l'intégration et des services managés dans les domaines de la cybersécurité et du cloud. Et de par nos activités, on est soumis à quelques contraintes. La première, c'est qu'on est multi-client, notamment au niveau des services managés, puisqu'on va devoir infogérer des plateformes cloud pour plusieurs clients. La deuxième, c'est qu'on est multi-cloud. On a historiquement un cloud privé et on est aussi présent sur les clouds publics comme Azure et AWS. La troisième contrainte, c'est notamment au niveau des services managés encore. On est certifié ISO 27001. Donc on a des contraintes au niveau de la sécurité du SI et de nos process. Toutes ces contraintes nous ont amené à, en tout cas, nourrir notre réflexion dans l'élaboration de notre plateforme infrastructure as code. On a fait des choix, on a fait des implémentations, mais on pense que ces choix et ces implémentations sont utiles quel que soit le contexte, même si vous n'avez pas ces contraintes-là. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui en espérant susciter la curiosité et la réflexion. Si on reprend un petit peu les enjeux de la sécurité des infrastructures dans le cloud, le premier enjeu qui est assez évident pour tout le monde, je pense, c'est la sécurisation des architectures. Comment je fais en sorte que l'architecture de mon infrastructure soit sécurisée, quels composants je vais mettre en place. On va parler de firewalling, de proxy, de DR. Je vais pas faire la liste, il y a un salon entier qui est dédié à tout ça. C'est un sujet qui est bien identifié. Il y a beaucoup de bonnes pratiques, beaucoup d'outils qui sont disponibles pour le traiter. Le deuxième enjeu au niveau du cloud, ça va être la sécurisation des accès. Donc là, on va parler de tout ce qui va être Airback, IAM, CASB, comment je garantis la sécurisation des gens qui vont accéder à ma plateforme cloud et aux ressources qui y sont contenues. Là aussi, c'est un sujet qui est quand même, commence à être bien connu et bien adressé par différents outils et bonnes pratiques. Et le troisième enjeu sur lequel nous, on va se concentrer aujourd'hui, c'est la sécurisation des déploiements. Donc je précise bien qu'on parle des déploiements d'infrastructures dans le cloud. Comment on va s'assurer que les déploiements qu'on va faire dans le cloud, on les fait de manière sécurisée, et notamment maintenant qu'on a introduit la notion d'infra as code. Alors rapidement, une plateforme d'infra as code, qu'est-ce que ça fait ? On va coder l'infrastructure qu'on souhaite déployer dans le cloud, et on va utiliser notre plateforme pour qu'elle traite ce code et qu'elle transforme ce code en des ressources dans le cloud. Une plateforme, de manière très simple, ça va être un outil d'infra as code qui va justement traduire ce code en ressources. Un des plus connus aujourd'hui sur le marché, c'est Terraform. Un outil de versionning Git qui va permettre de garder la trace des différents codes et des modifications qu'on a fait et qui va permettre aussi de travailler dans des branches séparées de la production pour pas impacter la production. Et puis un outil de CI/CD, de déploiement, qui va gérer tout ce qui est pipeline. Donc là, on va penser à GitHub, GitLab, Jenkins, etc. Si on regarde l'évolution de comment ça arrivé et ce que ça apporte, alors au début, il n'y en avait pas. Donc on partait tout simplement sur des plateformes cloud qui proposent des consoles, qui permettent de déployer des ressources. Ça a amené quand même de la rapidité par rapport aux infrastructures plus anciennes où il fallait potentiellement aller gérer son réseau, son stockage, ses serveurs dans des endroits différents. Là, on a une seule plateforme qui concentre tout, donc ça permet d'être un petit peu plus rapide, mais c'est pas du tout scalable. Si vous devez déployer des centaines de ressources d'un coup ou décliner des environnements, c'est quand même pas hyper rapide, le clic-clic, ça marche pas si bien que ça. En termes de conformité aussi, même si votre plateforme cloud elle va automatiser plein de choses, c'est vous qui faites la configuration manuellement. On sent que avoir une conformité sur un SI assez gros, c'est compliqué et ça demande beaucoup de rigueur. En termes de sécurité, les plateformes cloud elles ont quand même amené de la sécurité, notamment au travers d'Airback et de l'IAM. Les utilisateurs qui vont se connecter à la plateforme cloud, ils sont identifiés avec un compte, ils ont des droits qui sont restreints sur les scopes auxquels ils sont attachés et la possibilité de faire des actions qui sont vraiment dédiées à eux et pas à autre chose. On a évolué ensuite vers le YAC. Donc le YAC, on amène cette fameuse plateforme YAC. On va avoir des utilisateurs qui vont coder l'infra qu'ils souhaitent développer dans le cloud. Ils vont la pousser dans la plateforme YAC. La plateforme YAC va interagir avec le cloud et va déployer les ressources. En termes de rapidité, ça va être une rapidité un peu plus implicite, puisque là, ce qui va jouer, c'est la scalabilité. On va être capable de déployer des centaines de ressources d'un coup. On va être capable de prendre un environnement applicatif, copier-coller le code, modifier quelques variables, et puis le déployer à l'infini dans d'autres environnements. Et en termes de sécurité, on va gagner en conformité, parce qu'on va pouvoir standardiser la manière dont on déploie ces ressources dans le cloud, faire des modules. Par contre, on amène une nouvelle brique, puisqu'on amène une nouvelle plateforme. Et donc là, cette plateforme, c'est une nouvelle exposition. Comment on gère la sécurité entre l'utilisateur, la plateforme et le cloud.
Du coup, l'évolution logique, c'est de sécuriser, donc le Security Hack. Et ici, les 4 enjeux qu'on va traiter, c'est les interactions entre les utilisateurs qui font le code et la plateforme YAC, la sécurisation de la plateforme YAC, et puis la sécurisation de la plateforme des interactions entre la plateforme YAC et le cloud. Et donc là, on va gagner en maximum de sécurité, donc profiter de tout ce qu'une infra as code permet, mais de manière sécurisée et pour garantir que toute votre infra est sécurisée. Alors, fort de ces constats, on s'est forgé un certain nombre de convictions qu'on a ici classées sous 4 axes. Alors, c'est pas une liste qui est exhaustive. Alors, on pense que dans un premier temps, il faut maîtriser l'accès à cette plateforme YAC. Donc, ça passe par limiter l'exposition de toutes les briques qui constituent la plateforme. Alors que ce soit via de l'identité, via du filtrage, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Il va falloir aussi homogénéiser les droits utilisateurs entre cet outil de versionning, cette plateforme YAC et les plateformes cibles, donc les plateformes cloud cibles, ne pas se retrouver dans des cas où on a des utilisateurs qui ont des droits faibles d'un côté, très élevés de l'autre. Il faut vraiment que tout ça soit homogène. Une autre conviction, c'est qu'on pense qu'il faut essayer de ramener du just-in-time access sur ces plateformes YAC. Alors, le just-in-time access, c'est quelque chose qui a été amené notamment par les différents clouds publics qui ont des outils pour faire du just-in-time access, donc récupérer des droits, les droits dont on a besoin pour le temps qu'il faut juste pour faire nos actions. Et donc en fait, on pense qu'il faut ramener ce just-in-time access dans la plateforme YAC, là où souvent c'est un petit peu oublié, parce que la plateforme a tous les accès pour déployer, pour faire les actions sur le cloud provider, sans passer par ces outils de just-in-time access. Un deuxième axe, c'est qu'il va falloir pouvoir contrôler un peu tout ce qui se passe. Alors nous, on pense que notamment, c'est important de mettre en place un processus de validation. Alors ça peut passer par exemple par des merge requests, des pull requests, selon les outils qu'on utilise. Pour s'assurer que quelque chose qui est du code qui est écrit, qui est censé décrire de l'infrastructure côté cloud, soit bien relu par quelqu'un d'autre. Ça permet de partager la connaissance, tous les bénéfices qu'on voit bien. Le travail qu'on fait est relu par quelqu'un d'autre. Il faut également essayer de mettre en place des processus de revue des accès. Alors qui peuvent être automatisés ou pas, ça peut être via un outil ou bien juste un process qu'on rejoue régulièrement, mais de valider que sur l'ensemble des briques, encore une fois, de notre plateforme, tous les utilisateurs qui sont là sont légitimes et ont les droits qu'il faut. Et enfin, il ne faut pas perdre en traçabilité. Il faut qu'on puisse facilement tracer tout ce qui se passe. L'important, c'est qu'on puisse tracer à la fois les actions qui sont faites dans le cloud et dans la plateforme, et qu'on puisse lier les deux et qu'on puisse les lier à un user. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. Ensuite, il faut être capable de suivre la conformité de tout ce qui se passe au travers de cette plateforme. Alors ça peut passer par la mise en place d'outils de mise en conformité automatique. Alors par exemple, ça peut être des scans de sécurité sur le code au moment du déploiement, qui vont permettre de générer des rapports qui seront immédiatement disponibles pour l'utilisateur qui est en train de faire sa modification et qui permettront donc de valider que ce qu'il est en train de déployer est conforme à, en tout cas, un certain nombre de règles. Quelque chose qui est très important aussi, c'est qu'il va falloir suivre le décalage entre le code qui est écrit et les infrastructures cloud. Alors c'est ce qu'on appelle régulièrement le drift management. Ça va être la capacité de vérifier que s'il y a une action qui est faite côté cloud alors qu'elle n'est pas dans le code, d'être alerté et d'être capable de le détecter. Enfin, et ça c'est quelque chose qui est vrai à la fois dans le monde du dev et dans le monde des plateformes YAC, il va falloir être capable de suivre et de maîtriser toutes les versions de toutes les dépendances, de tous les modules qu'on utilise partout dans la plateforme. Pour notamment se prémunir des attaques un peu type supply chain. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important et qui n'est pas encore trop fait, encore une fois, sur des plateformes YAC. Enfin, dernier point, dernier axe, en tout cas, il faut sécuriser la donnée. Alors, l'idée, c'est de ne pas stocker de secrets, de clés dans l'outil de versionning. Alors ça, c'est quelque chose qui est communément admis. On ne met pas dans le Git des secrets en clair. Mais en fait, nous, on va un petit peu plus loin. On pense même que l'outil de versionning, c'est pas un outil de gestion des secrets. C'est pas là-dedans que doivent résider les secrets, ni même les chaînes de connexion pour se connecter au cloud. Et que c'est important d'utiliser des outils qui permettent de faire ça de manière plus fine, en tout cas. Alors, un autre point qui est important aussi, c'est de chiffrer
tous les fichiers qui sont sensibles. En fait, les différents produits qui permettent de faire du YAC, bon, Terraform pour pas le citer, vont souvent produire des fichiers intermédiaires. Donc ça pourrait être des TF-plan, des TF-state, encore une fois dans le cadre de Terraform, qui sont des fichiers qui sont sensibles, qui contiennent des informations sensibles et qui sont souvent stockés au final en artefact dans l'outil de versionning ou bien dans du stockage à côté, mais souvent en clair. Et on pense que c'est vraiment important de chiffrer ces fichiers-là parce que c'est des fichiers qui contiennent du secret et on a tendance à les oublier un petit peu. Et enfin, alors ça c'est plus lié à la partie infrastructure, mais il faut sauvegarder les éléments critiques de la plateforme, la redonder et tester régulièrement que ces sauvegardes, cette redondance fonctionnent. Fort de ces convictions, donc nous on a construit une plateforme il y a maintenant quelques années, une plateforme qui a évolué. On vous en présente ici un schéma macro, il n'y a pas du tout tous les éléments, mais l'idée c'est d'avoir une idée macro et dans le temps imparti d'essayer de dérouler un petit peu un use case pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes convictions, comment on a implémenté ces différentes convictions au cours du pipeline. Donc le use case qu'on va prendre ici, c'est qu'on va suivre un ingénieur qui veut faire une modification sur un environnement cloud, alors ici du Azure, mais ça serait la même chose pour du AWS ou autre chose. Alors notre plateforme, en deux mots, elle est principalement composée avec du GitLab pour cette partie versionning, du GitLab CI/CD pour la partie automatisation, gestion des pipelines, Terraform pour la partie infrastructure as code et Vault pour ce qui va être gestion des secrets et des identifiants, mais aussi la génération des identifiants dynamiques. Et on va en parler pendant le use case. On revient sur notre use case, on veut modifier, créer un nouvel environnement. Donc on va committer du nouveau code dans une branche et ça va automatiquement lancer un nouveau pipeline qui va permettre à l'ingénieur qui a fait ces modifications de savoir, de connaître l'impact de ces modifications dans le code sur l'infrastructure. Alors si c'est une création, ça va créer des ressources, mais ça peut aussi être des modifications. Là, on sent bien que à cette étape-là, par exemple, on n'a pas besoin de droit en écriture, par exemple, côté Azure ici qui est la cible. Un compte en lecture suffit. Et donc en fait ici, on va faire entre guillemets confiance au GitLab et on va utiliser le token JWT GitLab pour s'authentifier auprès du Vault, qui va venir générer des identifiants dynamiques, donc des identifiants temporaires, uniquement en lecture, qui ont une durée de vie très courte, d'une heure. Nous on les fait pour 1 heure. Et donc c'est encore une fois, c'est un compte de service jetable qui permet d'aller faire des accès en lecture sur le tenant cible. Et donc ce compte va être utilisé par le pipeline GitLab pour générer le Terraform plan qui nous permet d'avoir le delta entre ce qui est vraiment dans le cloud et ce qu'il y a dans le code. En parallèle, on va générer un rapport de sécurité qui sera immédiatement disponible pour l'utilisateur, tout de suite accessible en téléchargement, qui lui permettra d'avoir un scan de son code pour voir s'il n'y a pas des failles de sécurité qui seraient déjà visibles au niveau du code. Une fois que l'ingénieur est content de son travail, qu'il a itéré sur sa branche, il va faire une merge request qui va déclencher une notification vers l'équipe cloud de chez Almond et qui va relire tout ça avant application. Donc l'idée, c'est que ça va être une validation manuelle et la personne de l'équipe cloud va avoir tous les éléments sous les yeux. Elle va avoir le rapport de sécurité, elle va avoir le plan avec l'intégralité des modifications qui sont prévues. Et cette fois-ci, l'équipe cloud, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir discuter directement avec le Vault pour générer un token avec des droits plus élevés qu'elle va fournir au GitLab. Et cette fois-ci, ça va permettre au GitLab de récupérer des accès plus élevés, des accès en écriture, qui permettent, mais qui sont quand même scopés sur ce qu'on cible et qui vont permettre de déployer dans Azure et donc d'effectuer les modifications. Voilà. Et ensuite, le pipeline continue et notamment, on fait un update de notre base de données projet pour gérer le drift management, pour gérer le versionning de nos modules. Voilà. Donc, on a une base centrale. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tout ça, en cas d'échec de la moindre de ces étapes, tous les tokens sont révoqués. Et en fait, du coup, tous les accès sont révoqués. Donc, on a vraiment recréé une sorte de just-in-time access pour notre plateforme YAC pour être sûr que on n'a pas de soucis à ce niveau-là.
Donc en conclusion, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire la sécurisation du hack? Déjà, ça se veut évolutif. Alors le cliché hyper pensif, c'est que le cloud, ça évolue tout le temps. C'est quand même plutôt vrai, et notamment aussi dans tout ce qui est les déploiements, les automatisations, c'est le cas. Donc quand on crée une plateforme hack et qu'on la sécurise, on va adresser des besoins courants, mais il y a des besoins à court terme qui peuvent arriver très vite, et il faut le garder en tête pour pas construire quelque chose qui est trop restreint et qui permettrait pas d'évoluer par la suite. Le deuxième point, c'est que c'est forcément itératif. Là, ce qu'on vous a montré avec Baptiste au niveau de la plateforme, c'est une plateforme qui a plusieurs années, qu'on a itéré en termes déjà de fonctionnalité et de sécurité. Et donc forcément, on travaille par itération, on part de quelque chose de simple et on enrichit au fur et à mesure. Le troisième point, c'est que ce soit intégré. Tout à l'heure, Baptiste l'a dit, quand chez nous, on déclenche une pipeline, on a un rapport de sécurité qui scanne en fait les potentielles vulnérabilités liées aux ressources qu'on a codées pour le déploiement. Tout ça, c'est intégré dans l'outil. Et on pense qu'en termes de fonctionnement, il faut effectivement que tout ce qui va venir sécuriser la plateforme s'intègre parfaitement et de manière transparente dans la plateforme pour que les utilisateurs ne soient pas obligés d'aller ailleurs et puissent avoir tous les éléments nécessaires dont ils ont besoin pour travailler directement avec eux. Le dernier point, c'est le collégial. Là, on parle quand même de sécurisation de plateforme, donc forcément, ça implique des équipes expertes sécurité qui vont connaître les risques, les vulnérabilités, qui vont connaître aussi les outils ou les process pour remédier. On est quand même sur du YAC. On peut faire quand même beaucoup de comparaisons et de comparatifs avec des concepts plus orientés applicatifs comme le DevOps et le DevSecOps. L'idée, c'est d'être fluide et agile, et donc c'est un travail collégial entre les équipes sécu, les équipes qui administrent la plateforme et puis les équipes qui vont les utiliser. Notamment dans les équipes qui vont utiliser, il y a des gens qui vont faire du build, des gens qui vont faire du run avec des problématiques ou des contraintes de sécurité différentes. Et donc c'est un travail vraiment commun qu'il faut faire pour arriver à trouver justement le bon niveau entre agilité et sécurité.